Ok, let's go. Ça va. Nadji, ça va? Ça va et toi, Michel? Ça va. Bon, bah, ça y est, c'est parti, c'est le premier, le vrai épisode. premier épisode de saison. Ce que je te propose, c'est qu'on se représente un petit peu. Vas-y, je te laisse y aller. Pour nous suivre. Vas-y, je t'en prie, démarre. Moi, c'est Ladji Doucouré, ancien athlète de haut niveau, 110 mètres haies. J'ai été double champion du monde sur 4x100 en 2005. Aujourd'hui, je suis un jeune entraîneur, passionné de sport et multicasquette. Comme vous pouvez le voir, il y aura des moments où on aura des casquettes, des fois on n'aura pas de casquette et on switchera. Michel Gillot, jusque-là. Eh bien, salut Ladji, bonjour à tous. Michel Gillot, je suis préparateur physique pour athlète olympique depuis longtemps maintenant, plus de 4 Olympiades. Et à la base, entraîneur d'athlètes. Donc, on a des atomes crochus là-dessus. Spécialiste du sprint. Yes. Donc, j'entraîne je suis toujours en activité et ça fait 20 ans quasiment que j'entraîne le sprint. Voilà. Il a la bouteille, les gars. Un petit peu, mais moi, je dis pas trop fort parce que ça va nous vieillir tout ça. Non, ça fait un moment, c'est vrai. Il a de la bouteille, de l'expérience, il a l'œil affûté, il a ses avis, très pointus. Je vais rougir. Ne soyez pas surpris de certains mots, on dira comme ça. Ouais, on va dire les choses. On commence par quoi alors? Aujourd'hui, on va parler sport et on va essayer de parler de choses qui vont nous intéresser. Bien sûr, la flamme olympique. Tout nous intéresse. Flamme olympique, les Jeux la flamme olympique. On a un vrai sujet là-dessus. On s'aperçoit qu'il y a des gens qui ont été oubliés. C'est des trucs qui fâchent un petit peu. C'est quoi les... Est-ce qu'on se brûle avec cette flamme ou pas? C'est ça. Est-ce que vous voulez... C'est chaud quand même. On se brûle un peu? Il y a des choses à dire. Ou pas? Il y a des choses à dire? Ouais. Moi, il y a des choses qui font réagir. Ouais. Il y a plein... Moi, pareil, ouais. Allez, on se crame. Ouais, on se crame. Moi, je dirais... Qu'est-ce que j'ai vu? Il y a plein de trucs qui me plaisent, il y a plein de trucs qui me plaisent pas. Après, tu entends on dit des gens, par exemple, Aya Nakamura qui va chanter, là, ça, on s'écarte un peu, mais sinon, la flamme Joule qui fait ci, qui fait ça. Moi, je pars du principe qu'on est quand même une grande nation olympique et paralympique, et sur les 11 000 porteurs de flammes, ils ont ciblé certains sportifs, et ça, c'est génial, parce que il faut rendre, je sais pas comment on dit, tu dirais comment toi? Rendre César. Ouais, César et tout ça, là. César, ouais. Bref. On l'a remixé, mais c'est pas grave. Ouais. On a compris. Je dirais tout simplement, sur les 11 000 personnes, donc tu as les acteurs du sport, et dans ces acteurs du sport, tu as les pratiquants, donc les sportifs qui ont été médaillés. Et dans ces médaillés, il y a des gens qui n'ont pas été appelés. Ça, je trouve ça dommage. Après, il y a ceux qui ont participé. Ceux qui ont participé, il y en a plein qui n'ont pas été proposés. Et après ça, pour moi, je dirais, il y a tous les acteurs sociaux, associatifs, tous ceux qui ont fait que le sport soit aussi haut, n'ont pas été appelés. Et je sais que c'est un boulot de ouf pour Paris 2024, comment il s'appelle le COP? Ouais, le COJO, ouais, le comité d'organisation. C'est lourd, mais ça fait plus de 7 ans qu'on prépare ce truc-là. Sauf qu'il y a des jeux, il y a des gens, tu ne peux pas passer à côté. C'est comme, je sais pas, un dîner important, tu sais que lui, il faut l'appeler parce que sinon, il y a catastrophe politique. Et là-dedans, un mec comme Joseph Mahmoud, pour rester sur l'athlétisme, a été appelé à Marseille. Le mec, il a amené une médaille. Il a amené une médaille, gars. J'ai vu ça, j'en ai vu d'autres. Je crois que c'est Sylvain Chavanel, au niveau du cyclisme. Et puis dans des régions où il n'y avait pas forcément... beaucoup de sportifs de très haut niveau qui avaient représenté. Du coup, ça paraissait presque obligatoire pour eux. Et au final, je pense qu'ils se sentent vraiment laissés de côté. Moi, j'ai un peu cherché, fouillé autour de ça, et tu t'aperçois que, encore une fois, on se retrouve avec des orientations un peu politiques, des petits arrangements pour certains. C'est ce qui ressort, en tout cas, des écrits, de tout ce que je vois, et des oubliés, notamment celui qui ça, moi, ça me rend fou, ça. Juste de voir ça, je me dis, non, c'est pas normal, tu vois. Un mec comme lui, qui a été médaillé. En fait, tu recenses les choses. Qui ont été médaillés? Hiver, été, boum. Vous voulez porter la flamme? Ou chez vous, pas chez vous? Non, ça m'intéresse pas, je suis sorti. Ok, tu recenses, et puis tu les reproposes. Oui, c'est intéressant pour la promotion du sport en France. Vous êtes quand même la vitrine, parce que vous avez fait des médailles. La vitrine du sport, il y a plus de 100 ans. Ok. Même pas ça. Ça, c'est pas normal. Moi, je trouve que c'est pas normal. Après, derrière, comme je te disais, le point... des personnes qui ont été olympiens et qui n'ont pas été appelées, une meuf comme Monique Evan GP,
qui est là à fond et qui est juste déçu de ne pas pouvoir courir derrière le truc. Tu te dis, c'est pas normal. Après, derrière, ils ont essayé de récupérer certaines personnes. Un mec comme Daniel Sangouma, j'ai vu, je lisais sur les réseaux, sur Facebook et tout. Les mecs, ils sont contents parce qu'ils vont les rappeler, ils vont faire une petite trotte et tout. Mais sur le début, ça a été les oublier. Et ça, je trouve que c'est une grosse erreur. Est-ce que c'est qu'on pense beaucoup au show, au spectacle et attention, il en faut. Hein. Moi, je tire sur personne là-dessus. Je suis d'accord, c'est pas le but, mais est-ce qu'on n'oublie pas du coup l'essence même du sport et on parle souvent de sport culture, de France, etc. Est-ce que c'est pas l'exemple là, criant de ça et qu'on a du mal à le sportif, c'est parfois, souvent, c'est un peu la dernière roue du carrosse et là, ça ressort encore même post-carrière. Quand tu as les jeux chez toi, tu as des types qui sont oubliés, quoi, ou des nanas. C'est Encore une fois, on va se cramer. Moi, je vais me cramer. Moi, je pense que c'est l'essence même de pourquoi on fait le podcast. Fait par nous, pour nous. Qui mieux que nous allons parler mieux de ce genre de sujet. C'est sûr. Et si tu laisses trop, parce que c'est ouvert à tout le monde, on ne va pas dire qu'il faut être spécialisé pour parler d'un sujet, mais si tu laisses cette propriété à des gens qui ne sont pas habitués, qui ne sont pas là-dedans, qui n'ont pas la flamme en plus, tu vois, la flamme du truc, ils vont décider de choses qui ne sont pas possibles déjà, et ils vont décider des trucs qui ne leur parlent pas. Et ça, déjà, je commence à bégayer parce que ça m'énerve. Hein. Mais tu vois, reste grave, attends, un petit café là. Mais tu vois le délire. Et c'est à partir de ce moment-là, les mecs, ils ont oublié. C'est une élite de penseurs qui ont décidé que ça allait se passer comme ci, comme ça, qu'on allait mettre lui. Mon pote, il est pote de lui, et puis une fois, il a mangé avec telle personne, ça va, on ramène 2 sportifs, ils vont être contents, ils vont courir et tout. Ça attire, il faut courir avec cette flamme. Ça attire, ça fait du bien à l'ego du patron de je sais pas quelle marque, on ne va pas sortir les marques, mais... Et du coup, ils sont contents, ils ont fait une belle fête. C'est comme, moi je sais que j'ai entendu en tout cas, excuse-moi Jean Galfione voulait porter la flamme, et sachant que sur la route des Antilles, donc elle a fait le tour de la métropole, et puis elle est repartie aux Antilles, là en ce moment elle est aux Antilles, et elle va revenir en métropole. Jean Galfione qui est ancien champion olympique du saut à la perche en 96, il décide de vouloir faire la transat, donc avec la flamme, et faire partie de cette équipe-là, en se disant, moi, ma reconversion, c'est le bateau, ça me plaît bien, je vais le faire. Qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Non, t'es pas le pote de telle marque ou telle marque, je sais pas quoi, hop, dehors. Ils n'ont pas respecté le sportif. Je sais qu'il est deg. Bon, on commence par un petit coup de gueule quand même, hein, parce que c'est dans l'actu, et c'est vrai que... C'est pas normal. Pour moi, les mecs qui ont décidé là-haut, les gars, il y a juste du bon sens. Et ce bon sens-là n'a pas été retenu. Donc, il y a des bonnes choses. Ça veut dire qu'on parle il y a des bonnes choses parce qu'on parle de cette flamme, c'est que ça marche. Mais sur un truc comme ça, il y a des trucs que tu peux pas oublier. Tu peux pas... Et ça... C'est dit, fallait le dire. Ouais, ça, non. Par contre, je vais l'apporter. Voilà, si t'es dedans, ouais, je vais l'apporter. Moi, je gueule, mais je suis content de l'apporter. On l'a ramené au quartier. J'ai demandé de l'apporter à Paris. À Évry. En fait, il y avait possibilité d'apporter où tu voulais. J'ai dit, à Paris, comme tout le monde, pourquoi pas. Et puis à un moment, ils ont dit, G, c'est bien, mais c'est mieux si tu... C'est pas du 91, toi. Ok, je suis envoyé en banlieue. C'est pas grave. Je suis hyper fier, quand même. Il y a une fierté de... On verra comment ça se passe. Pour finir, ouais. Je te ferai un petit retour dans un prochain podcast. Je mets une photo, en tout cas. Écoute, on va enchaîner. Je te propose d'enchaîner. On va rentrer dans le main, dans le gros sujet du moment, là, pour nous, entraîneurs d'athlètes, passionnés d'athlètes. On va parler d'athlètes. Il y a les championnats d'Europe qui se déroulent en ce moment. C'est pas terminé. Ça se termine demain, je crois. Ou demain. Ouais. Je sais qu'il y a la deuxième épreuve du décathlon, là, à l'heure où on tourne. La deuxième journée aujourd'hui, pardon. Et je pense qu'on tient sous le relais. Voilà. Et Kéké Labresse qui... J'espère qu'il a fait sa première journée. Espérons. J'ai vu le 400 Ligure. Par contre, à la fin, il a été dur. Ça a été très dur. Je te propose qu'on balaye ces championnats d'Europe un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Déjà, ça s'inscrit dans une année olympique. Là, on va rentrer un peu dans le vif du sujet et parler un peu de notre vision d'entraîneur. Il y a une multiplication d'échéances quand même, à savoir les Europes. Qui sont une compète, importante, mais dans une année olympique en fonction des objectifs, qui peut être une étape intermédiaire pour certains. On va parler un petit peu des choix stratégiques dans la programmation, les niveaux de forme, les pics de forme. Et puis on rentre, tu as les France élites qui vont aussi déterminer certaines choses pour certains profils.
Donc, on se retrouve là avec Europe, Elite, fin du mois de juin, et puis derrière, les Jeux. Qu'est-ce qui se passe d'après toi? Qu'est-ce qu'on a vu là pour l'instant? Où on en est par rapport à nos potentiels et à ceux qui sont déjà illustrés là? Bon, on voit qu'il y a une... Bon, on va faire le bilan à mi-chemin, bon, presque fin de chemin, mais mi-chemin. Quand tu regardes, la France, elle a quelques titres, donc c'est pas mal. On va pas cracher sur ce résultat, sachant que certains ont répondu présent, donc il y a les résultats qui sont là. Mais faut pas oublier qu'il y a 2 ans, à Munich, ça a été plutôt compliqué pour la France. On a une grande nation européenne et on commence à reprendre son statut. Mais il faut pas oublier que la France, il y a quelques années, elle cartonnait à fond, même quand il y avait des niveaux européens, oui. Européens. Je sais pas combien on en avait envoyé, mais j'ai l'exemple de Zurich en tête en 2014 où je crois, à la louche, mais c'est 23 médailles, je crois. Et où on cartonne tout et on est en haut de l'Europe, en gros. Alors, il faut reprendre les chiffres. Peut-être qu'on n'a pas envoyé autant de personnes, peut-être que... parce que je sais que là, il y a des profils qui n'ont pas été envoyés. Tout est... pour moi, c'est un problème. C'est une stratégie politique. Donc là, il y a quoi? Il y a eu 100 personnes envoyées, je crois, sur 125 potentiels. Je sais qu'il y en a 17 ou 13 ou 17 qui prenaient des places, justement, et qui n'avaient pas été envoyées. On en parle de ça, non? Peut-être. Peut-être. Avançons. Et je dirais que, tu vois, quand tu as une saison comme ça, où tu as plusieurs échéances, il faut être stratège par rapport à ce que tu veux faire en tant que coach, avec ton athlète. Si tu as ton athlète qui est potentiel olympique, donc médaillé, ou bref, participation, et que derrière, tu as les championnats de France qui sont à 3 semaines, des championnats d'Europe, donc qui sont à 1 mois et demi des Jeux, il faut savoir où est-ce que tu veux aller et comment tu veux aborder la compétition. Tu vois, par exemple, personnellement, nous, avec Sacha, on a décidé de pas faire le championnat d'Europe parce que c'était un peu tôt, même si au début, c'était un point de passage. Mais tu sais que quand tu vas dans ce genre de compétition, il faut que tu cartonnes. Parce que si tu cartonnes pas, les gens vont être... C'est la question. C'est les enjeux par rapport à ta participation. Donc la politique qui est amenée, et dans la politique générale de la fédération, en tout cas, moi, j'ai compris ça. Parce qu'on a demandé au début de saison. Donc lui, Sacha, il était protégé. Donc Sacha Zoya, protégé par rapport... Donc il est prioritaire, pardon. C'est prioritaire. On a demandé, est-ce que le fait d'être champion d'Europe te donne une garantie ou une place en plus en vue de la qualification des Jeux? Non. Podium, non. Donc les championnats d'Europe sont une compétition de préparation. Et c'est une compétition qui est mise en place pour ton ego ou ta préparation et ainsi de suite. Mais elle n'est pas qualificative. Compète régionale. Régionale, je parle au niveau du continent. Elle n'est pas du monde, c'est considéré comme... il le marque sur le site de World Athletics. Je crois que c'est régional, championnat régionaux en gros. En gros, ouais. Quasiment, quoi. Sans manquer de respect à personne, mais c'est un peu l'intitulé. Voilà. Donc si tu fais... Moi, j'ai compris ça comme ça. Je sais que j'ai bien compris parce que j'ai posé plusieurs fois la question. Les championnats d'Europe, est-ce que ces championnats d'Europe sont-elles qualificatifs pour les Jeux? Non. Les championnats de France, oui. Les Jeux Olympiques sont 1 mois après. Donc après, je vais te poser la question en tant que coach, prépa physique, pointe. Comment tu veux te projeter dans une compétition où la date et la compétition phare est début août, sachant qu'il y a un point de passage plus ou moins obligatoire fin juin, et les championnats d'Europe début juin. Quelle stratégie tu vas chercher? Si tu as un athlète qui n'a pas forcément, donc je vais parler de mon cas, un athlète qui n'est pas forcément compétitif tout le temps, c'est un sniper, on cible des zones. Comment tu prépares quelqu'un? Comment tu prépares quelqu'un? En fait, tu vas comment? Tu sais qu'il y a une compétition qui est moins importante au niveau de la qualification que d'autres, c'est les championnats d'Europe. Pourtant, les championnats d'Europe restent une compétition phare, mais cette année, c'est un point de passage. Dans une année où dans une année olympique, les championnats d'Europe n'ont pas de poids. Dans une année de championnat d'Europe, c'est la compétition phare de l'année. C'est sûr. Comment tu te lances, toi? C'est une vraie question. C'est une vraie question. On le voit. Je pense que tu as des choix parce que tu as certains athlètes qu'on ne voit pas. Ouais. Alors, j'ai pas toutes les les réponses, mais un gars comme je crois Aurel Manga qui a déjà fait les minimums sur 110, je pense que c'est un choix délibéré de pas venir sur les Europes. Je suis d'accord avec toi.
Attends, encore une fois, j'ai pas de son de cloche, j'ai pas parlé avec. Moi aussi, mais c'est une lecture que j'ai. Je me dis, bon, comme toi, je pense. Et effectivement, c'est un vrai problème. Tu parles de sniper, déjà les athlètes. Le niveau initial, c'est pas pour tout le monde pareil. C'est-à-dire que tu as des gens qui sont juste limite sur un niveau européen et au jeu, ce sera compliqué. La carrière, encore acquis. Exactement. Tu as des gens qui sont psychologiquement forts, c'est-à-dire qui sont capables de produire une perf moyenne, quel que soit le discours qui va être tenu après. Parce qu'il faut savoir que nous, on subit ça. Les sportifs subissent ça, c'est-à-dire que, comme tu l'as dit, tu fais les Europes, tu te plantes un peu aux Europes, tu te plantes par rapport à ton niveau, ton potentiel intrinsèque, parce que tu es en phase de rodage, parce que tu le mets dans ta planification et ta programmation. Derrière, tout de suite, ça peut être... on va te dire, mais t'es pas prêt. Et que tu as 3 semaines avant les jeux, ça va être chaud. Il y a les France qui arrivent en plus, donc psychologiquement, si tu prends un coup un peu derrière la casquette, c'est compliqué. Donc il y a tout ça, et puis tu as des gens, ça ne touche pas du tout. Donc en fonction déjà de ton profil, je pense que l'entraîneur, c'est d'être humain, d'emmener ton athlète, celui dont tu as la responsabilité, la charge, l'accompagnement en tout cas, au top de sa forme le jour J. Maintenant, effectivement, Europe, France, JO, tu parlais de Sacha qui est un sniper. J'en ai eu d'autres aussi, des profils comme ça, avec certains sportifs qui avaient une capacité nerveuse assez petite. Quand je dis petite, c'est-à-dire qu'ils peuvent sortir 1, 2, 3 grosses perfs. Et derrière, ça commence à descendre. Mais c'est pour ça qu'on a aussi choisi l'athlète. Et on a envie d'un athlète un peu comme une saison de foot maintenant, j'ai l'impression. On pourra en reparler. Il y a des points à marquer. Ce qu'il faut savoir pour les gens qui nous regardent, qui ne sont pas des experts de l'athlète, c'est que la performance ne suffit plus pour briller sur une saison. Ça peut, mais avec des performances un peu moins bonnes, si tu cours beaucoup et que tu mets beaucoup de points, tu peux être très bien classé dans un classement mondial. Un peu comme au tennis avec l'ATP et des gros tournois que tu enchaînerais. Donc ça, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, parce que ça peut intéresser les gens. On va là-dedans. Et il faut prendre ça en considération. Pour faire très court, si tu fais une compète régionale, une petite compète, que tu fais une belle performance et que tu gagnes, d'un autre côté, si tu fais une compétition labellisée avec un gros label, même si tu arrives dernier de ta série, avec une perf un peu moins forte peut-être, tu peux marquer potentiellement plus de points que celui qui a fait la petite compète régionale. Par exemple, pour le sprint, malgré le fait que tu aies couru un peu plus vite. Donc, il y a une stratégie comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour les Jeux Olympiques, là on part un peu sur le côté, c'est l'aparté, mais on pense qualifier au niveau mondial 50% des athlètes sur la perf en elle-même. C'est ce qui a été annoncé par World Athletics. Et 50% ce qu'on appelle à la ranking. Et la ranking, c'est le nombre de points que tu as sur un classement qui adapte. Et les bonus au niveau qui sont ajoutés par rapport au niveau de la compétition. C'est la stratégie que Kevin Mayer a pris aujourd'hui. Pas faire les qualifications dans un championnat de France de décathlon qui aurait dû avoir lieu à Oyonnax mi-mai. Il a décidé de faire ses qualifications au championnat d'Europe pour pouvoir marquer plus de points en espérant se qualifier aux Jeux Olympiques par le ranking ou par la perf en direct. C'est ça. Ça veut dire que là, pour expliquer encore, parce que c'est intéressant qu'on en parle, si par exemple tu as une bonne équipe, on va dire, qui a une influence sur le circuit, et que tu as un niveau moyen, on va dire, un petit niveau international ou un niveau national, et que tu es fléché pour rentrer avec... parce que dans ton groupe d'entraînement, tu as 1 ou 2 super mecs, et que tu flèches pour rentrer au moins 5-6 athlètes sur une grosse compète, même si tes athlètes, les seconds couteaux sont moyens, ils ont l'opportunité de courir sur de très grosses compètes et de marquer des points, donc se classer dans cette ranking. Un athlète de l'autre côté qui a un niveau un petit peu supérieur, mais qui ne serait pas dans ce package et qui ne peut pas accéder, parce qu'il faut négocier avec les organisateurs de compètes, je parle des meetings, pour pouvoir rentrer, lui, il va de son côté essayer de se sortir les meilleures perfs possibles sur des petites compètes où tout le monde peut rentrer, on va dire. Il va parfois faire sensiblement des perfs supérieurs, ce qui le rendrait légitime à être dans un regroupement, des équipes de France par exemple, mais lui il n'y sera pas parce qu'il n'a pas les points au ranking, parce que son label de compète est trop petit. Mais si tu mets ces athlètes à un instant T en 1-1, notamment au championnat de France, c'est ce qui se passe, on a des surprises avec des gens qui sont mieux classés à la ranking que d'autres et qui se font détruire le jour J, quoi. L'ancien athlète, je dirais. C'est ça. Et moi j'avais choisi l'athlète à la base parce que y a un chrono à sortir. C'est le juge de paix.
et puis on voit qui est le meilleur. Maintenant, tu t'aperçois que notre sport a évolué. Alors, on évolue avec, mais on doit s'adapter, et pour certains, c'est arrangeant. Pour d'autres, c'est plus dur, cette transition. Et je pense que le public, par contre, il n'est pas assez informé de tout ça. Pas du tout. On pense toujours que, tu as fait la performance, tu as couru 10 secondes au 100 mètres, tu es classé comme ça, c'est toi qui pars. Après, tu vois des surprises. Tu te dis, il y a un mec qui est, soi-disant, donc tu vois dans le tableau, sur l'écran, écrit, il est ranké 15e mondial, il se fait taper par un mec qui n'est pas ranké, par exemple. Tu comprends pas pourquoi. Lui, il a eu accès à des compétitions prestigieuses. Lui, il n'a pas eu l'accès. Par contre, il est rentré parce que c'est un invité ou parce qu'il a marqué des points. Parce que les points, ils comptent pendant un an. Ouais, c'est ça. Un an. Et du coup, il y a... Bref. Mais pour revenir sur ce que je demandais... Juste de comprendre un peu comment ça fonctionne. Mais sur la programmation. Moi, j'ai une question. Ouais. Tu vois, par exemple, j'ai une question. Qu'est-ce que tu m'aurais proposé, sachant que tu vois le profil de Sacha, sniper, il y a les championnats d'Europe, il est protégé, c'est bien ranké, mais à côté de ça, les championnats de France, ils sont à 3 semaines. Il avait un petit souci au niveau des tendons d'Achille. Le point de mire, c'est les Jeux Olympiques, c'est le 4 août à 9h30. Je te vois venir. Qu'est-ce que nous, on est parti, donc j'ai peut-être la tête trop dans le guidon, on est parti dans cette stratégie-là, on se fait taper sur les doigts parce qu'en ce moment, il y a les championnats d'Europe, il aurait pu courir, il est italien, il a peur, Non, nous, on va là-dedans, sachant que le profil du gars, il est comme ça. Est-ce que je suis dans le vrai, selon toi? Dis-moi les choses, Est-ce qu'on est dans le vrai? Ou c'est moi. T'aurais dû quand même passer par cette étape-là parce que c'est intéressant, ainsi de suite. Dis-moi. Je t'ai déjà donné un élément de réponse quand je te dis qu'on veut des saisons d'athlètes comme des saisons de foot quasiment, alors que c'est pas du tout la même logique. Et qu'on voudrait que les types courent toujours au top tous les week-ends. C'est pour moi quasi impossible, c'est un facteur limitant. Déjà en fonction de la zone géographique dans laquelle on est, on se compare à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que tu connais, tu étais aux États-Unis, les saisons sont organisées complètement différemment, ils commencent beaucoup plus tôt que nous, ils ont un trou après pour pouvoir remettre du travail et se représenter sur les grands championnats derrière. Nous, on commence beaucoup plus tard, donc notre saison, on ne peut pas vraiment avoir un trou et remettre de la quantité de travail à un moment ou à un autre. C'est des enjeux déjà qui sont différents. Donc, ça, c'est un premier élément de réponse. Le profil de Sacha, comme d'autres, d'être un sniper, arriver sur un one-shot et être capable de sortir parce qu'il a besoin de ça, il a besoin de cette adrénaline. Donc, ça va dans ton sens. Ça, en tout cas, c'est ma lecture. J'ai pas toutes les billes. Et puis la dernière chose, donc physiologiquement, maintenir un pic de forme. Comme ça. C'est dur, compliqué en tout cas pour moi. Passer 5-6 semaines sur le travail, sur les fondations et sur le travail d'affûtage que tu as fait, pour moi, tu es obligé de remettre de la quantité de travail ou de remettre un peu un coup de gaz à l'entraînement. Et il va falloir surcompenser derrière et revenir. Donc à un moment, comment on fait? On sait qu'on a une fenêtre à peu près de 5-6 semaines pour sortir l'excellence, on va dire, le Top Gun. Tu sais que quand tu as les France qui sont, on te l'a dit, la chose la plus regardée. Voilà. La qualification. Donc, fin juin, tu as les Jeux qui arrivent, tu m'as dit, quasiment 5 semaines après. Après, oui. Donc, tu sais qu'il va falloir régler la mire un peu avant les France. Il faut être déjà en forme parce que tu as prévu ton plan, tu as un peu de marge. Une semaine, 15 jours. Il te reste après un mois. Ça fait 6 semaines, quasiment 6-7 semaines. Sorti de là, si tu fais la même chose pour les Europes, et bien sûr, comme tu l'as dit, tu es attendu au tournant, donc il faut que tu sois compétitif. Tu te retrouves avec quoi? 12 semaines ou quasiment plein pot, sans pouvoir réellement temporiser, remettre du travail. T'as pas le temps. Donc ça veut dire que là, les performances des championnats d'Europe, qui sont donc en ce moment, ceux qui sont en train de faire leur perf, on peut avoir des déconvenus. C'est les vraies questions là que je me pose. Est-ce que des petites descentes et peut-être pas une petite remontée pour les Jeux? Oui, peut-être, sachant que certains n'ont pas les mêmes objectifs. C'est ça. Ils veulent cartonner au championnat d'Europe en se disant si après il y a les Jeux, tant mieux, c'est du bonus. C'est ça. Donc l'objectif n'est pas le même. Exactement. Donc là, on peut avoir des gens qui... Parce qu'on peut avoir des super Top Gun maintenant aux Europes et ça fait du bien à notre sport là, qui a besoin de lumière, mais attention à ne pas survendre certaines choses par rapport au public, par rapport aux gens qui suivent. Ouais, c'est génial, on cartonne aux Europes, ça veut dire que ça va encore descendre pour les Jeux. Peut-être que oui, mais peut-être que non, tu viens de l'expliquer justement, en fonction des choix stratégiques, peut-être que quelques athlètes sont arrivés Top Gun sur les Europes. Et avec une prépa calibrée pour les Europes. C'est-à-dire que Top Gun sur les Europes, ils ont été, si j'ai bien compris,
ils ont été préparés donc 10 à 15 jours avant pour pouvoir être performants. Au moins, même donc ça, en amont. Ils ont fait et tu regardes, ils ont souvent fait la saison aux États-Unis. Oui. On a ce phénomène en ce moment en France où quelques-uns allaient faire ça auparavant. Maintenant, on a des antennes françaises. Michael, je crois, qui est aux États-Unis, qui a ouvert quand même la porte, qui a fait des passerelles. On a l'exemple de Serena là, qui est partie aux États-Unis aussi. Je la mets à part Serena parce que pour moi, elle est au-dessus du lot. Elle a le potentiel plus. Voilà, donc elle peut encore monter en puissance. Je pense qu'elle est encore en rodage quasiment, même si c'est déjà énorme ce qu'elle fait. Mais on a commencé très tôt les saisons pour les Français. Et donc, il y a eu de grosses perfs très tôt. Et ils arrivent très fort maintenant. Donc, attention, il faut tenir. Culturellement, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire en France. Donc, on le verra peut-être pas à une saison, mais peut-être qu'à multiplier 3-4 saisons de cette manière-là, on va s'apercevoir que là où on montait en puissance parce qu'on avait l'habitude de se planifier sur notre continent européen et de se calquer là-dessus, on va arriver un peu plus tôt peut-être et descendre et avoir peut-être des perfs plus faibles sur les très grands championnats. Ce que je ne souhaite pas, mais il va falloir observer tout ça. Quand on bouge des variables, tu le sais, à l'entraînement, y a des répercussions à un moment ou à un autre, quoi. Moi, j'attends de voir. Je suis d'accord avec toi, mais on va voir je demande avec ton œil très aiguisé de spécialiste, est-ce que c'est possible d'avoir ce genre de méforme? Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que c'est normal? Et voilà. Mais c'est vrai que une fois que tu te places dedans, on est sur le terrain tous les jours et le côté humain et les profils des sportifs doit être pris en compte. Et c'est ce qu'on a du mal à faire parfois et on voit toujours ceux qui réussissent en regardant à l'international. On dit ouais, les Ricains ils font ça, eux ils font ça, mais dans la somme de sportifs qu'ils ont, il y en a parfois qui sortent pas et on les voit pas parce qu'il y en a d'autres et qui sont mis en lumière à ce moment-là. Sortaient pas l'hiver, mais voilà, et ils attendent et puis ils arrivent au bon moment. Mais ceux-là, on les prend pas vraiment comme exemple. C'est un peu parce qu'on a envie de les voir tout le temps. Exactement. Et puis on les oublie. Si tu veux, dans la somme, parfois t'as des Ricains qui sont archi forts. Mais t'as tellement de mecs, une densité énorme, t'en as un qui prend la lumière à ce moment-là, et on oublie complètement, mais il a pas couru encore celui-ci. Et tu le vois arriver à un instant T, et il sent la perf. Donc, il y a la possibilité, il y a des profils différents, et il faut pas se tromper de cible. Moi, j'appelle ça vouloir faire de la haute couture avec du prêt-à-porter. C'est un peu ça. Dans les cases, tout le monde doit faire la même chose, sauf que les gens sont différents. Et tu prends un t-shirt, c'est pas bien taillé pour toi, oui, c'est pas fait pour toi. Mais et puis on a du mal, je pense, à justifier. Là, je prends l'exemple de Sacha ou d'autres. À un moment, quand tu as déjà prouvé certaines choses ou quand tu es identifié à un certain potentiel. Je rappelle que Sacha, si je me trompe pas, tu m'arrêtes si je me trompe. On est parti quand même la France, je parle. On est parti. Il avait la possibilité de courir pour l'Australie. C'était le crack quand même à la base parce qu'il faisait pas que des haies, il faisait de la perf, il avait un peu comme toi d'ailleurs à l'époque. Il a des perfs de fou partout. Il s'est spécialisé là dans le 110, mais je l'avais vu arriver en France et courir sur un 200 de folie dès son arrivée en France et d'Amel Pion au meilleur. Il avait couru avec Christophe et Jeffrey que j'entraînais à l'époque à Sotteville, ouais. Et puis il sort déjà en arrivant, il était encore cadet je crois, un 20-80 et des patates comme ça quoi. Ce qui est une perf, qui est une super perf à ce moment-là. Donc Sacha, normalement, ou des profils comme ça, on devrait individualiser en fonction de leur profil. On doit être capable de faire ça normalement. On n'est pas un sport co, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que si tu choisis foot ou basket, tu tournes avec l'équipe, tu es obligé d'y aller. Si tu choisis athlète, chacun a des entraîneurs et des méthodes un peu différentes, bien sûr qu'ils font se conformer à un calendrier pour que l'équipe soit en représentation, soit vue par le public. Il y a des partenaires, il y a des choses à honorer, c'est sûr. Maintenant, dans ce sport indiv qui, à un moment, produit un collectif, tu peux te permettre de dire, voilà, lui, je ne l'envoie pas. Et après, les gens qui vont demander, ouais, mais pourquoi vous ne l'envoyez pas? Moi non plus, je ne veux pas partir. Parce que lui, il a fait ça, il faut se positionner. Lui, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Nous, on est DTN, on est décideurs, on assume que lui, on ne l'envoie pas. Mais de le justifier, de le dire, et de dire sur son potentiel, je ne l'envoie pas. Tu peux pas plaire à tout le monde. Par contre, il faut dire les choses. On est très fort en communication. Pourquoi là, on n'utiliserait pas ce truc-là? Là, il faut dire les choses. Ok, les gens ne seront pas contents. Pourquoi ci, pourquoi ça? Tu dis, voilà, c'est comme ci, c'est comme ça. Il ne faut pas avoir peur de se tromper. Et j'ai l'impression que le fait de vouloir quasiment rentrer l'athlète, peut-être en se disant, on va mieux le vendre dans un sport co. On a envie de quasiment que l'athlète devienne un sport co. L'équipe, c'est super, on veut. Mais pour fédérer une équipe d'athlètes, il faut avoir de fortes individualités, à mon sens. Parce que c'est les locomotives. Dans les clubs, tu le vois bien, tu commences. Moi, j'avais des plus grands que moi.
ils étaient super forts au sprint. C'était un ascenseur pour nous. On avait tous envie de leur ressembler et d'avancer. Donc, en fait, en équipe de France, quand tu as un Jimmy Vico qui bat le record d'Europe 2 fois de suite, je pense que ça met une dynamique de fou et que tu as des mecs qui vont naturellement se caler là-dessus. Et il n'y aura pas trop de calcul au final, parce qu'on sait qu'on a des têtes d'affiche qui sont très fortes et on veut tous être comme ça. Et ça emmène tout le monde. Je sais pas ce que tu en penses, mais plutôt que d'avoir une équipe, j'ai envie de dire moyenne, globale, où tout le monde va dans le même sens, mais concrètement, l'âme de l'équipe, elle est où Ouais, il faut recenser de toute façon les envies de tout le monde. Qui veut se préparer pour les jeux? Bon, qui veut se préparer pour tel truc? Ok, ta stratégie, c'est ci, c'est ça. On est d'accord, pas d'accord? Non, on doit être tous d'accord normalement. Et puis voilà, on te laisse le temps pour aller dans cet objectif-là. Oublie pas que nous, l'intérêt fédéral, je me mets à la place de la fédération fédérale, c'est que tu sois opérationnel pour tel truc. Est-ce que tu peux passer par là, parce que nous, ça, on a un intérêt, on aimerait bien qui fait les annonceurs, bref, les sponsors, et puis derrière le public et tout ça, et puis on y va. Ok, on se serre la main, on y va. Sauf que c'est compliqué. Et là, je sens que dans le foot, parce qu'on va passer sur le foot, non, on est d'accord? C'est ça. Parce qu'il y a l'euro aussi, le foot, ils sont partis dans cette stratégie-là. C'est, on a un match amicaux, on a ci, on a ça. Les mecs, préparez-vous pour telle échéance, telle échéance. La plupart des gars, ils vont être dans le dernier carré au niveau de la Ligue des Champions. Derrière, repréparation, et puis c'est reparti. Et je pense que c'est comme ça qu'ils vont réussir, parce que c'est ce que je souhaite, qu'ils réussissent et donc qu'ils gagnent l'euro. C'est comme ça qu'ils vont réussir, parce que les mecs, à un moment, j'ai l'impression en tout cas que Didier Deschamps, il fait confiance en ses joueurs et au coach de certains clubs quand il leur demande de faire certaines choses. Maintenant, niveau prépa, je ne sais pas s'ils vont tenir, mais c'est beaucoup plus lisible et beaucoup plus, en tout cas sur ce que je pense, lisible et faisable, parce que les choses ont été posées et les choses ont été dites et le mec, il les laisse travailler et il y a une confiance qui s'est installée. Après, je tape dans mon sport, mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, du cas de Mbappé? Ouais, non, c'est parisien. Là, on va faire une transition un peu vers le foot, mais ça se ressemble un petit peu. C'est un peu le même thème. Là, aujourd'hui, c'est de comprendre qu'on a une multiplication des compétitions, qu'on a envie de spectacle. Ouais. On se dit, parce qu'il y a un écosystème à faire tourner, c'est sûr. Mais à un moment, les sportifs... il faut respecter l'humain qu'on a devant nous et de ce qu'il est capable de faire. Et là, on peut parler du foot. Il y a les JO qui arrivent, il y a le championnat d'Europe qui est là, il y a de longues saisons qui sont faites, il y a des débats autour de... Alors, il faut rappeler les règles. On a les jeux qui arrivent. Là, on parle des jeux... c'est normalement des U23 qui doivent être en équipe de France, dans la majeure partie des profils sélectionnés. Parce que tu as le droit à 4. Parce que le foot est considéré comme un sport amateur. C'est ça. Et du coup, ils ont le droit à 3-4 profils pour les Jeux Olympiques. Donc 3 profils. Des pros qui ont le droit d'intégrer. De 23, ouais. Qui ont le droit d'intégrer l'équipe. Qui est-ce qu'on envoie? Les questions, c'est ça. Donc l'équipe jeune, elle va être faite de manière... d'un commun accord. Alors, est-ce qu'il y a... Pour rappeler, voilà, Thierry Henry qu'on salue d'ailleurs. Ouais, salut. Non, en plus, je l'ai rencontré à l'INSEP avec Teddy. Ah oui, c'est le dimanche. On s'est croisés à l'INSEP et puis je ne l'avais pas vu venir et je me retourne et il me dit, Teddy qui me présente. Il me dit, tiens, salut Thierry. Bon, moi, je ne fais pas attention. Mais... Oh, salut. Donc, c'était la parenthèse. Mais le truc, c'est que la sélection, donc Thierry Henry, il deal avec les clubs. En gros, il faut l'accord des clubs sur la U23 ou pas. Fédé, club, pour pouvoir les laisser partir parce qu'ils sont tous signés en club professionnel. Il y a des enjeux énormes. Des clubs. Sachant que l'été, c'est là où ils font leurs matchs amicaux et ils arrivent à vendre des t-shirts, des maillots. Donc ils font des tournées, parfois la promo de l'équipe. Ouais. Donc ça, c'est la première question. 2, on parlait de Kylian. On parle des grands, j'ai envie de dire, des gens qui sont mis en lumière et en avant sur des très gros clubs. Ouais. Si le club refuse de le laisser partir pour X ou X raisons, est-ce qu'ils ont le droit? Moi, j'ai entendu que Kylian faisait les jeux. D'accord. Toi, t'as un scoop, hein. Moi, j'ai entendu Kylian faisait les jeux. Après, on a vu carrément, je crois que c'est Emmanuel Macron qui est parti voir le président du Real. Ils sont mis d'accord. Pour essayer d'influer. Moi, j'ai entendu ça. Ils ont ça. Par contre, les autres Français, ils n'ont pas le droit. Tchouaméni, Camavinga, s'il y a Mbappé, les autres, ils font pas. C'est 1 dans les critères. Dans le club, quoi. Ils sont mis d'accord financièrement avec Manu. Pardon, j'ai entendu ça. Rumeur. Rumeur, on ne sait pas. Peut-être scoop. Et derrière, si l'Euro se passe bien et que Kylian Mbappé n'est pas fatigué, il fera les jeux. Pour l'instant, on le voit pas dans ça veut dire que pour l'instant, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas, jusqu'au dernier moment. C'est ça le truc, c'est que
Moi, ça va être la surprise du chef, peut-être. Je crois que l'équipe olympique, l'inscription, elle se fait le 5 juillet. D'accord. On aura donc relativement tardivement. Tardivement, ouais. Ok. Et du coup, j'ai entendu dans le deal ce truc-là. Après, voilà, je sais pas pourquoi je me suis retrouvé dans ce genre de repas. Il y avait des gars, des gens qui me parlaient normalement et moi j'étais là, je dis waouh, des trucs de dingue. Bref. Et du coup, il y a une question, il y a une vraie question sortie sur le niveau de forme des joueurs. C'est-à-dire que moi, je regardais un peu là, il y a des matchs amicaux en ce moment. Ouais. Et on voit quand même les gens, t'as des sportifs qui s'économisent pour éviter de se blesser. C'est ce que j'allais te poser comme question, j'allais te demander. C'est un peu les questions que moi aussi je me pose et j'ai l'impression que c'est ça dans certains cas. De dire, bon les gars, on est sur des matchs amicaux, surtout faut pas se péter, on fait gaffe. Donc quitte à en garder sous le pied ou à produire un jeu un peu moins flamboyant ou un peu moins bon. Et puis il y a ceux qui pètent réellement. Je regardais hier Lewandowski, là puisqu'on se parle aujourd'hui, on est mardi, hier soir il y avait la Pologne je crois qui jouait. Il sort sur blessure. Il y a un Hollandais, j'ai mangé son nom, qui est un de leurs mecs fins, qui se blesse aussi, sur les adducteurs, je crois, ou en tout cas ça siffle, sur des frappes anodines. Ouais. Tu sens quand même que les organismes peinent et que, moi, je suis inquiet un petit peu pour ces joueurs. Alors, ils sont solides, c'est sûr, mais c'est quand même une grosse densité de compétition, quoi. Et on en parlait avec Satné, avec ces profils-là. C'est ça le truc, c'est quel est l'objectif de chacun. Où est la frontière, quoi, de chacun, la limite. Sachant que certains évoluent dans des gros clubs, donc au niveau européen, donc ils ont un objectif de Ligue des Champions. Et derrière, ils doivent poursuivre leur prépa sur les championnats d'Europe de foot, qui est quand même la deuxième plus grosse compétition là, c'est au niveau international. Donc il y a cet objectif-là. Et certains vont peut-être enchaîner avec les Jeux Olympiques. Donc après, ça fait beaucoup. Il y a des enjeux financiers. Comment ça se passe ? Moi, j'ai envie de prendre le cas de Mbappé parce que c'est le mec qu'on parle. Qui est devant, quoi. Est-ce que, donc j'ai une question pour toi, est-ce que le fait, parce que certains disent qu'il n'a pas fait une grosse saison au PSG, je suis d'accord et je suis pas d'accord. C'est quand même le meilleur joueur du club, parce que je suis fan du PSG au passage, les gars. Et est-ce que le fait qu'il ait fait un début de saison un peu moins speed, donc il était mis au placard un peu parce qu'il n'avait pas signé. Tu viendras de faire de loft, etc. Le loft, tout ça. Est-ce que le fait d'avoir fait une saison un peu moins sanglante lui permettra d'être mieux en fin de saison, là, donc avec le PSG, même s'il a levé le pied les quelques derniers matchs, pour pouvoir être bon pour l'Euro, parce que c'est une équipe nationale et il est capitaine de l'équipe de France maintenant, et peut-être enchaîner sur mon scoop derrière. Est-ce que ce contexte peut l'aider à pouvoir tenir cette saison ? Parce que c'est quand même compliqué. Les mecs, ils ont commencé en juillet 2023. C'est ça, de juillet 2023. Pour terminer juillet 2024 et certains un peu plus. C'est compliqué. Là, tu peux pas. Moi, ce que je vois, alors on a tous nos idées, au-delà des petites indiscrétions et des petits scoops qu'on a, on a cette chance d'être dans le milieu du sport, donc on a quand même quelques bruits et quelques infos. Néanmoins, on n'a pas tous les éléments, mais vu de l'extérieur, moi, ce que je lis dans la saison, là, on prend un Kylian, par exemple. Je vois, il était un peu joufflu. Ouais, ça m'a pas... C'est vrai qu'on en parle beaucoup. Là, pour l'instant, je suis pas arrêté là-dessus, mais ce qu'on voit, c'est que bon, je pense que oui, il est affûté. Son début de saison, et sa saison psychologiquement, elle a été dure. Il y a des éléments qu'on maîtrise pas autour et que, par contre, sorti de ça, je pense qu'il est mis très tôt, et ça a d'ailleurs suscité polémique, au repos par son coach actuel au PSG, Enrique, qui le laisse. On dit mais pourquoi il fait pas les derniers matchs ? Est-ce que c'est pas une stratégie déjà pour récupérer? C'est pour ça que je demande ton œil. Moi, je le vois comme ça. Tu lis autre chose. Je le vois comme ça. C'est fermé. Mais Michel, il voit des trous. Je le vois comme ça. Je le vois. Non, Kylian, on l'a laissé de côté pour qu'il brille un peu plus tard dans la saison, et notamment sur cette saison particulière. Et effectivement, si ça se confirme et qu'il est au jeu, ça aurait du sens. Et qu'il puisse après enchaîner sereinement, en tout cas pour l'Euro, plus sereinement avec son club. Parce qu'il lui faut un moment un sas. Et ce sas, il est peut-être là. Parce qu'au final, ça va lui faire quasi un mois. Je dis pas tranquille, mais on l'a vu avec, je crois que c'est Ousmane Dembélé aussi qui avait été mis au repos quasiment. On se posait des questions. Au final, c'est peut-être qu'ils ont besoin de se refaire à ce moment-là pour pouvoir enchaîner. Et physiquement. Donc, on les a croisés à Saint-Tropez au moment, je crois. Oui, là, ça a eu des polémiques alors que
Alors qu'il a même pas regardé la meuf. Les gars, vous allez lui. Pardon. Ouais. Non, je pense que après ils sont tellement scrutés, tellement regardés qu'ils sont quasiment plus humains. Ils n'ont plus le droit de vivre presque alors qu'il n'y avait pas grand-chose, c'est vrai. Mais non, je le vois comme ça, moi. Je pense que c'est jouable pour eux. Par contre, un joueur qui a tout fait, je suis plus inquiet sur des Warren Zaïre-Emery, par exemple, éventuellement un Barcola, même s'il n'a pas joué tous les matchs, mais il était à fond sur un nouvel environnement, une nouvelle pression. Et il a été quand même pas mal mis en lumière. C'est pour ça que sur ce profil, là, je suis plus inquiet. Thierry Henry les a mis dans sa liste, mais je crois que le PSG ne les libère pas. Les deux, Barcola et Emery. Et dommage pour ces joueurs à titre personnel, mais qui aurait du sens pour les protéger peut-être. Alors, avec les éléments encore, je le dis, qu'on a à dispo, on n'a pas tout en main. C'est faisable. C'est faisable, mais regarde, on est sur des calendriers communs, sport co, mais au final, on voit qu'on a quand même des trajectoires différentes pour chaque profil. Et qu'un Kylian ou un Warren Zaïre-Emery, ils n'ont pas la même saison et qu'ils n'ont pas les mêmes fenêtres de tir pour se refaire, peut-être, physiquement, j'entends, et psychologiquement. Donc, au final, même s'ils jouent les mêmes compétitions, ils ont une saison différente. Il y a l'envers du décor que nous, on ne voit pas ou qu'on sous-estime. Mais c'est clair, quand tu regardes le profil de Zaïre-Emery, donc il arrive au début de saison, il fait une début de saison de fou. Il est là, il sort d'une autre saison de fou, il fait une début de saison de fou. Et à un moment, passé l'hiver, donc janvier-février, il a un coup de moule. Là, on le reproche on reproche un peu d'être moins saignant. Et tu regardes Barcola, il est arrivé à la trêve. Si je dis pas de bêtises. Non, il est arrivé en cours de saison de Lyon, où Lyon, ils étaient dans la cave et tout. Et au final, aujourd'hui... Lyonnais, ils ont été durs avec lui en plus. Ça a été la trahison, rester leur meilleur joueur. Et là, tu regardes la courbe de la saison. Là, ils sortent, ils sont encore un peu en forme. Mais si tu veux les tirer jusqu'au jeu, là, tu risques d'avoir une Lewandowski, une blessure, un truc comme ça. Et c'est pas forcément pro, moi, je dirais. Par contre, moi, je lis comme toi un peu le profil de Mbappé. Là, il a été dans le sas de repos pour pouvoir ressortir au championnat d'Europe le plus au point, je dirais. Et même si les gens vont dire que c'est une grande saison pour lui et c'est long, j'ai l'impression que tout était écrit pour que ça se passe bien et qu'il puisse le faire. Après, peut-être que je suis influencé parce que j'ai entendu ça entre deux coups de cuillère. Non, c'est possible, tu vois. On n'avait pas parlé de ça et moi, je le lis comme ça, en tout cas, par rapport à ce que j'ai vu. Ouais. Maintenant, j'ai une vraie question, je mets les pieds dans le plat. Est-ce que les Jeux Olympiques, pour des sportifs comme les footballeurs, qui n'ont plus rien à voir avec l'esprit olympique, je ne parle pas dans leur esprit à eux personnellement, pas des valeurs de l'olympisme, c'est pas de ça dont je parle, mais dans l'organisation de l'activité football, de l'écosystème football, en opposition avec le sport olympique. Nous, on a des sportifs qui s'entraînent autant que les footballeurs professionnels, mais qui sont des sports où ça gagne très peu d'argent. Ils vont se retrouver à un moment dans le même tournoi, dans le même événement, peut-être à fréquenter les mêmes lieux, le même village olympique. Est-ce que les niveaux sociaux, les niveaux, je parle professionnels, d'argent, le rapport à l'argent, peut pas créer quelques petites tensions ou en tout cas gêner des sportifs qui vont se dire, je prends l'exemple tout concret, moi je fais un sport mineur, quand je dis mineur, je parle économiquement parlant, j'ai pas beaucoup d'argent, je tire la langue pour savoir, je suis peut-être au RSA, savoir ce que je vais mettre dans mon frigo, je fais pas de misérabilisme, mais c'est réalité, et je vais me retrouver à côté de mecs qui sont super blindés, qui sont des pros, qui normalement n'ont pas à jouer cette compète, ou à l'origine, c'est pas fait comme ça. Est-ce que je vais pas jalouser? Est-ce que je vais pas être en mode, vas-y, franchement, eux ils ont pas de problème, ils sont au top, machin, moi je m'entraîne autant qu'eux. C'est dur. C'est clair, mais c'est ça qui fait la beauté aussi des Jeux. Quand tu arrives au village olympique et tu vois un LeBron James. Ouais, mais est-ce que, en fait, moi, si je suis à côté de LeBron, je vais me dire, moi, je suis champion je dis n'importe quoi, de boxe ou de lutte. Je suis champion du monde de lutte, en titre, et je viens pour les Jeux. Moi, je suis à côté de LeBron, je suis comme LeBron. Mec, je vais pas te regarder comme un spectateur. Au village, c'est sûr. Toi et moi, on est du même acabit, on est du même niveau, on est du même. Tu comprends ce que je veux dire? Et on se retrouve avec des sportifs olympiques qui devraient être mis au même niveau, qui deviennent presque spectateurs et heureux de dire, j'ai fait les Jeux de telle année, j'ai serré la main de LeBron. Mais en vrai, t'es pas un fan. Non. Même si tu peux respecter la personne. C'est la tendance c'est aujourd'hui. C'est la question que je me pose. C'est la tendance aujourd'hui, c'est de classifier, et ça a toujours été le cas de toute façon, je pense, mais pas à la même ampleur.
mais de classifier les sports. Tu vois, tu as des sports majeurs, sports mineurs, sports, tu vois. Et pendant la trêve olympique, donc pendant les Jeux, tout le monde est égaux, tout le monde vit au village, mange la même chose, ainsi de suite, pour essayer de garder cet état d'esprit de on est tous logés à la même enseigne. Mais en vrai, c'est impossible. C'est dur. C'est dur. Et je comprends un mec qui cravache plus que d'autres, qui peut être jalousé ou être jaloux, qui peut être jaloux d'un mec qui fait presque rien. Parce qu'il faut expliquer aux gens quand même que tu as des sports qui sont très très durs. Tu es à l'INSEP, je suis à l'INSEP, on y est depuis des années. Tu as des sports qui... Et là, moi, c'est des sports que je veux mettre en avant. Je m'en suis occupé, mais j'ai découvert des profils... des mecs qui s'entraînent 2 fois plus. J'ai eu la chance d'entraîner des footballeurs pro. On en connaît. J'en ai entraîné en prépa physique. L'effort et l'investissement dans certains sports qu'on découvre une fois tous les 4 ans ou qu'on regarde une fois tous les 4 ans, c'est leur fenêtre médiatique. Les mecs s'entraînent comme des malades 3 fois par jour. Là, je vois qu'on s'extasie devant Jules Koundé, je crois, qui a montré dans l'équipe ma journée type, je m'entraîne avec Nana, mais s'entraîne triplé dans la journée. On le connaît, on l'a depuis des années sur les sports olympiques. On le sait, c'est non-stop. Et moi, ce que je veux te dire, c'est que là, c'est des questions que je pose. C'est un peu le malaise parfois, et on l'a déjà vu, nous, avec des stagiaires à l'INSEP. Je tairai les spécialités, c'est même peut-être des étrangers ou équipe française, mais qui arrivent avec un statut pro, et qui arrivent dans nos installations ou sur les installations dans lesquelles on s'entraîne et qui sont un peu en terrain conquis parce qu'ils ont l'impression d'être l'élite de l'élite. Ouais. Tu vois, sport co par exemple ou quoi, et genre, non mais de toute façon ils gagnent pas une thune, c'est un peu des... c'est des galériens, bon c'est bon, ils font les jeux une fois tous les 4 ans, et regarde, nous on est au-dessus un peu. Et ce sentiment-là, il est dur. Comment on a personne qui arrive à fédérer et à remettre un peu tout ça alors ça, personne n'en parle parce que ça gratte un peu, ça fâche un peu, mais c'est une vérité. C'est une vérité. C'est dur d'équilibrer ça. Ouais, c'est malheureusement la vie qui fait ça, la vie générale, je pense. Qu'est-ce que ces sports co, ils ne devraient pas être... Ouais, il n'y a pas de sous-métier, mais on va toujours mettre en valeur certains métiers par rapport à d'autres, et le sport en fait partie. Alors qu'en dessous, ils cravachent plus, quoi. C'est malheureusement la vie qui fait ça. Mais ça serait bien que ce soit précisé. Enfin, moi, je suis peut-être dans le monde des bisounours, mais les journalistes, les gens qui parlent de tout ça, d'expliquer aux Français que, les gars, un lutteur ou un type à la boxe, ou judo, peu importe, il faudrait avoir des insights, montrer comment ça se passe, comment les mecs sont dans le dur à l'entraînement. Et je dis pas que le foot, c'est facile, attention. Mais la dimension, par exemple, physique, on sait que pour un sportif, il y a la dimension technico-tactique, il y a un sport co, tu peux te reposer sur tes partenaires parfois, tu as une mission bien précise. Quand tu es tout seul face à ton adversaire et que ton seul levier, tu as de la technique, c'est sûr, mais ça va être la condition physique, ça va être de te mettre dans le dur non-stop, et le rapport à l'effort, il est complètement différent. Tu le connais en athlète, on regarde le demi-fond, on parle du demi-fond, tu as vu comme c'est... Les gens, personne ne veut aller courir un 3000 steps ou faire un... tu vois, c'est spécial. C'est là où, quand le sport business a pris les rênes, donc du sport, a commencé à classifier certains sports, ceux qui rapportaient plus d'argent parce que c'est esthétiquement et c'était télévisuel, c'était mieux que certains, et ainsi de suite, et ça a généré plus d'argent, et ça, donc, comme je te disais, ça a classifié. Mais c'est malheureusement le sport moderne qui a fait ça, et la vie moderne qui a fait ça. Après, il faut, comme tu dis, peut-être dans un autre podcast, on va expliquer l'envers du décor de je pense que ça mérite. Parce qu'il faut mettre en lumière ça, expliquer aux gens. Parce que moi, quand je parle, je te coupe parce que c'est moi ce qui me frappe, c'est que quand je parle à des non-initiés mais qui aiment le sport, c'est-à-dire des spectateurs qui écoutent les radios sportives, qui regardent les chaînes sportives, qui regardent les événements, quand tu expliques ça, moi, je suis entraîneur d'athlètes. Je suis allé au championnat du monde en tant que coach, avec à un moment ce qui se faisait de mieux dans le sprint, classé dans les meilleurs Français. Ouais. Et les gens, ils pensent que ça va, ça touche un peu d'argent, tranquille, tu vois. Non, il n'y a rien. Enfin, il y a très peu de choses. Ouais. Tu as un petit équipementier qui va te suivre. Ça s'arrête là, les gars. Et au final, tu t'entraînes, comme on disait, 3 fois par jour. Genre, ah bon, c'est vrai. Vous avez du mérite quand même. Mais ils ne se rendent pas compte. Et au final, je pense que même, les gens suivraient beaucoup plus nos sportifs
sans faire, encore une fois, je le répète, de misérabiliste. C'est un système qui est comme ça, mais expliquer aux gens comment ça se passe. Et on dirait, celui-là, quand même, il y va. Ouais. Il y a du passion. Ça, c'est aussi parce que dans la culture, on ne l'a pas. En France, c'est vrai. Si les mecs étaient beaucoup plus pratiquants de sport, sport indiv, tu vois, sport de combat, ainsi de suite, ils se rendraient beaucoup plus facilement compte de l'effort qu'il faut fournir pour. Et comme on n'est pas là-dedans, bah aujourd'hui, ils ne se rendent pas compte des efforts. C'est sûr. En tout cas, ça va. En fait, on va peut-être en parler. Ouais, je pense que je faudrait faire. Tu sais qu'il y a le meilleur exemple et la meilleure manière de se rendre compte des choses, c'est de pratiquer. Ouais. Si tu pratiques le truc, tu te dis ah ouais, c'est chaud en fait. D'accord. Oh, putain, j'ai fait que ci, j'ai fait que ça. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Respect les gars. On l'a souvent. Moi, je l'ai eu dans les clubs. J'ai commencé. Je suis investi dans le tissu social, dans le tissu associatif, et dans les premiers clubs d'athlètes où j'étais entraîneur, on avait des footeux à côté avec qui on les connaissait, hein, mais je me chambrais. Ouais, ton gars, il fait quoi, les France, là, en athlète? Ouais, nous, on a lui, il est super rapide et tout. Alors, vas-y, tu le mets à côté. Il prend 30 mètres sur un 100 mètres et genre, il fait... Ah ouais, non, mais j'étais pas chaud. Ouais, mais là, j'avais pas la tenue. Ouais, les gars, c'est un vrai j'ai pas les bonnes chaussures, je sais pas faire. T'as le potentiel. Oui, effectivement, tu vas vite. Mais c'est autre chose. Ouais, c'est ça. C'est comme pour terminer, en gros, comme l'exemple de Mbappé qui court le 100 mètres à temps à côté de Bolt. Quand tu mets les deux à côté, tu te dis, mais les gars, non. Là, t'es même pas chez les juniors. Chez les juniors, rends-toi compte que le gars champion de France junior, il fait des efforts de fou pour pouvoir courir comme si. Et les personnes. La championne olympique actuelle te tape. Ou en gros, elle fait jeu égal. Elle te regarde comme ça. Je pense qu'à 10,65, elle te regarde un petit peu. Quoi. Je suis pas sûr. Mais, et encore une fois, c'est pas pour dire que Kylian ou d'autres n'ont pas le potentiel. Bien sûr que c'est extrêmement rapide. Mais le convertir sur un sprint, c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà. Yes. Et une question, là, en revenant sur ça, par rapport... Moi, je suis frappé. De plus en plus, on est souvent sur les gens... ouais, lui, il était surcoté, il est arrivé trop tôt, on s'est enflammé avec lui. Le jeunisme dans le sport et dans le football, je vois des profils de plus en plus jeunes et on cherche... Et dans le basket aussi, on pourra reparler de notre phénomène, Victor, à un moment. C'est à la recherche de la pépite... le plus tôt possible. Est-ce qu'on ne va pas cramer aussi certaines générations à vouloir aller trop vite, même si on a maintenant des outils qui permettent de réguler la charge d'entraînement, de mieux tester, de voir et de profiler un peu tous ces joueurs-là. Mais quand je vois un Zaïre Emery, là, à l'âge qu'il a, comment on lui tire dessus, je parle physiquement, c'est beaucoup. Bah c'est la société dans laquelle on vit, tout simplement, qui est comme ça, c'est le concevable. Est-ce que les carrières vont durer? En fait, ma question, c'est ça. Est-ce qu'on ne va pas avoir un turnover plus important de joueurs? Mais on en aura toujours à nouveau, hein, parce qu'on va aller toujours à la recherche du futur, sans avoir permis de se développer à 100% de certains sportifs. Parce qu'on s'en fout de la carrière de la personne. On veut du tout de suite, on presse là. On préfère là, peut-être pendant 5 ans ou 6 ans. Donne ce que tu as là, on va gratter, on va te mettre là-haut, on va te monter vite. En plus, tu vas générer du flux monétaire, je dirais. Puis derrière, de toute façon, il y en aura un qui va arriver et puis prendre ta place. Donc la projection d'une carrière où on disait, bon, bah, un sportif de haut niveau, dans tous les sports, plus ou moins, c'est 15 ans de très haut niveau. Si tu peux tirer jusqu'à 20 ans, là, si tu peux faire 5-6 ans. Et tu sais, derrière. Pourquoi je te parle de ça? Parce que ça me fait penser à un truc, je n'avais pas du tout préparé ça, mais en athlète, on est là-dessus. On avait, il y a longtemps, rappelle-toi, le 400 mètres chez les jeunes, il se courait pas en cadet, c'était un 300. Ouais. Pour des raisons physiologiques, etc. Parce qu'il y avait eu la course à la médaille au championnat de France dès les jeunes, et physiologiquement, on leur faisait faire des efforts qui parfois les cramaient pour la suite de leur carrière. Donc, on s'est aligné sur le standard américain parce que de toute manière, ils courent leur distance reine, c'est le 400. Et puis, ils ont une densité tellement forte que même s'ils en crament, il y en aura toujours un qui va passer, donc ils auront un super costaud. Mais ma question, c'est qu'on revient là, vers cette course au jeunisme, et les jeunes, ce n'est pas des adultes miniatures. Il faut faire attention au développement. Enfin, moi, ça, je prêche pour ça en tant qu'éducateur à la base. On a des humains en face, on a des gens qui ont un futur après. Et effectivement, je m'aperçois on capitalise très vite là en ce moment sur des très jeunes qui arrivent. Tout l'écosystème tourne autour. Sauf que, encore une fois, si on le respectait et qu'on pouvait le faire monter sur 10 ans, peut-être qu'à long terme, on gagne plus d'argent. On en gagne dès le début et plus jusqu'au bout. Mais c'est pas la politique actuelle. Non, c'est pas la politique. Et puis c'est sociétal. Tu vois, là, tu poses, je vais faire le parallèle, mais tu poses une photo sur Instagram, sur les réseaux ou TikTok, où
Il faut que ça fasse des likes tout de suite, il faut que ça pète. Ouais. On va pas attendre que ça monte. Tu sais pourquoi je Tu vas pas créer une histoire en disant regardez, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ainsi de suite, et tu grimpes, tu prends ton temps, regardez mon contenu, regardez ce que je dis. Non, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui flash? C'est tout de suite. Faut que ça pète. C'est sûr. Tu vois. Mais et du coup, dans le sport, on est un peu là-dedans. Sauf que le corps humain, il faut le respecter. Oui. Et on aura un retour de bâton. Là, c'est une machine et là, c'est un corps humain. De qui je me souviens, et c'était dur à regarder sur la fin, c'était Heather à Armeton. Donc Heather qui était une très jeune, très précoce, elle était top gun, je crois qu'en minime, elle avait déjà fait des qualifs pour des championnats du monde en salle. Ou, 1m60, genre énorme quoi, avec un physique déjà super avancé, tu le voyais au niveau physiologiquement, elle était en avance, taille grande, etc. Elle était Et déjà... tu t'es aperçu qu'il y a eu un engouement, elle a été vendue. Et puis quand tu as cet âge-là, que tu sors et que tu arrives dans un petit club, on a envie que ça avance tout de suite. Donc c'est normal, on ne peut pas acheter la pierre Mais derrière, un contrat, je crois qu'elle est signée chez Under Armour. Un truc qui ne se faisait pas quasiment. Ils arrivaient sur la pointe des pieds, ils ont voulu investir l'athlète en France, je pense, avec un profil. Il y a Souley Sissoko à la boxe qui avait signé. Teddy, c'est Joshua qui était de l'autre côté. Enfin, ils avaient des grosses têtes. Heather, elle a été mise dans ce paquet-là, très vite mis en avant. Et au final, c'était pas un produit fini du tout, aussi bien au niveau de sa prépa mentale que physique. Et cet enfant, parce que c'était une enfant, elle a été, abandonnée. Moi, je l'ai vu déprimée. Je l'ai vu faire des entraînements après en soirée avec des groupes au niveau régionaux. Je pense qu'elle a tout arrêté. Et c'était quand même potentiellement un super top game. Mais c'est fini. Pour une Heather, il y en a qui réussissent, mais t'en as plein comme des Heather qui se passent à la trappe. Et combien on en a vu passer? Donc après, je pense que ça, c'est aussi des choses dont on doit parler. Parce que tout le monde veut rêver, tout le monde veut... Développement physique, comme tu dis, prendre le temps de construire quelqu'un. Mais tout ça, ça passe en second plan. Alors qu'avant, c'était l'objectif premier. C'était créer une carrière, proposer un plan physique, psychologique, Bien sûr. Pour pouvoir amener la personne à exceller au niveau sportif et en tant que personne humaine. Là, aujourd'hui, non, c'est ramène-moi tout de suite. C'est ce qui a été fait. On capitalise. C'est-à-dire qu'en gros, on prend un sportif qui est archi doué, qui est dans un club. Il est déjà champion du monde ou champion d'Europe jeune, ou 23. On le récupère. Surtout, on fait attention de ne pas le blesser. On le met avec des mecs plus forts parce qu'il vient de son club, il était tout seul. C'est déjà un animal. On le met avec des mecs super forts. Ce qu'on veut, nous, c'est pas le blesser. Naturellement, pendant 2-3 ans, il va continuer de monter parce que quand tu lui mets l'infrastructure, quand tu mets des moyens, ça va fonctionner. Ouais. Et derrière, il s'éteint tranquillement parce qu'il n'y a pas eu vraiment de plan pour le faire encore progresser. On a capitalisé là-dessus, on a signé un peu des marques, on a fait un peu de buzz. Et puis après, on se pose toujours la question, mais pourquoi on ne passe pas le cap à long terme chez les seniors, par exemple, ou plus loin? Donc ça, c'est parce que on le sert tout de suite, pour moi. Et on s'aperçoit que quand ça part à l'étranger, c'est encore une fois, je ne dis pas que c'est mieux ailleurs, hein, mais par exemple, je prends l'exemple du foot, on était là-dessus. Les gens qui partent très tôt à l'étranger, tu t'aperçois que quand ils sont bons, ils ont l'opportunité de se développer. Tu as l'impression et d'avancer. Nous, on en a vu, je parle de Paris parce que ça nous touche. On est parisiens, t'aimes Paris. On a quand même vu pas mal de joueurs passer avec un talent de folie, qui ont été mis dans le bouillon très vite. Et en plus, qu'on a même on a tiré dessus après, et qu'on a perdu, qui sont partis et qui se sont développés. Ils sont développés à l'étranger. Je pense à un Christopher Nkunku, par exemple, il y en a d'autres, hein. Mais t'as vu comme ça... Et les mecs, c'était des top guns. Et je pense que s'ils étaient restés, c'était dur. Ce serait peut-être éteint. Et on a quand même, et pour finir là-dessus, on a quand même un vivier en France de sportifs, quel que soit le sport, avec notre richesse multiculturelle qui est énorme. On devrait être quand même les tops partout. Sauf que... Et on a quand même du mal. Quand je vois qu'en athlète, on se fait taper par les Suisses, par les Belges, je veux pas leur manquer de respect, mais c'est des petits pays, quoi, par rapport à nous. Ça nous fait un leurre, on a le potentiel, donc forcément ça va bien se passer. Et à cause de ça, on pense qu'on est un pays de sport. C'est un leurre. Moi, je veux croire qu'on est un pays de sport, qu'on va y arriver. On est un pays avec potentiel de sport. Voilà, je partage on va changer les choses. Oui. C'est aussi notre rôle j'ai envie de dire, d'entraîneur jeune, même si on commence à être entre deux générations. Il y a des plus jeunes que nous qui arrivent, de changer, peut-être essayer de changer certaines mentalités. Donc l'idée, je pense que c'est pas de se mettre en barrage, mais d'apporter aussi une vision des choses sur ça, cette culture sport. Et aux États-Unis, on a voyagé, on est de cette génération d'entraîneurs qui devront impulser des choses. Parce que
parfois, tu t'aperçois, ça c'est pour conclure, que des profils comme le tien, peut-être comme le mien, comme d'autres, avec une vision un peu différente ou avec des éléments pris à l'étranger, ça dérange un peu et qu'on a, on a envie de conserver certaines choses là où il faut évoluer. Et je pense que la force je prends les Belges, les Suisses, c'est d'avoir évolué. Les Anglais, ils étaient un peu en difficulté dans la clé, ils ont envoyé un émissaire à gauche, à droite, comment il s'appelle, Jonas, l'entraîneur de Sprint. Il est parti en Jamaïque, il est venu en France à l'INSEP, il a regardé comment les gens travaillaient, et ils ont évolué. Nous, on n'a pas cette culture-là. En ce moment, la formation, on l'a pas. On veut garder la friend touch. On veut garder la friend touch. Mais la friend touch, ça n'existe plus vraiment. Ça n'existe plus, c'est fini. Même dans les relais, je pense qu'on nous le vend encore, mais je pense que c'est un peu... Alors, on peut vite le retrouver, mais voilà, pour conclure, c'était un peu ça, de se dire que on est un peu bloqué en ce moment là-dessus et que via ces émissions, podcasts, on va essayer, je pense, de faire partager un peu notre vision des choses, notre vie d'entraîneur et puis de faire kiffer un peu les gens, de les emmener avec nous. Je pense que ça a du sens en tout cas. Ouais. Et pour moi, ça en a. Ouais, on a envie de partager vraiment ce... J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à commenter, à dire, donner vos opinions. Nous, on est là pour ça. Et puis à vous abonner. Et puis à la prochaine. Voilà, c'était la première. On dit. Ça va faire que augmenter. Et on va s'améliorer de plus en plus. Et n'hésitez pas à donner des critiques négatives et positives. En tout cas, nous, on est là, on sera là. Et suivez-nous. Et si vous avez des envies et certaines choses que vous voulez voir et entendre, n'hésitez pas. Proposez. Et puis on essaiera de donner satisfaction en tout cas. Allez, fin. À bientôt, mon gars. À très bientôt. Yes.